C'est bon, nous sommes donc en live pour cet hebdo numéro 73, je crois, C'est de 73. Culture Club Sandwich. 73, très belle année d'ailleurs, où nous sommes en duo aujourd'hui avec Florian. Coucou Florian, comment ça Bonsoir à va? tous. Et ça va, et toi? Bah écoute, ça va. Donc ça va être un petit duo pour cette soirée. On a des petites recos, des petits récaps, et puis on va commencer tout de suite avec le très beau générique. Et on va commencer par le récap culturel de Florian qui apparemment a rattrapé pas mal de choses et tu vas tout nous dire. Oui, alors, juste spoiler alerte, donc j'ai rattrapé, là pour ce récap, j'ai rattrapé une saison de série diffusée en 2022, un film et une BD. Bon, trop autre chose parce que j'ai vraiment eu le temps de mater et rattraper pas mal de choses. Alors, donc j'en avais parlé il y a un petit mois de ça, et j'ai enfin fini Westworld, donc la série HBO qui donc est une des très très rares séries HBO à ne pas être dispo sur HBO Max parce qu'apparemment Warner a décidé de retirer ses billes, enfin de retirer Westworld, hein, et à l'époque aussi de retirer The Nevers de leur service, ce qui fait qu'à l'international, que ce soit aux États-Unis ou ici, il est uniquement possible de voir la série en DVD Blu-ray et en VOD, mais pas en streaming. Ouais, Euh, et ils ont donné une raison, je savais même pas, tiens, je m'étais dit en plus ah, ce serait sympa de me alors faire un rewatch. non, alors à l'époque, en fait, c'était à l'époque où donc ton ami, mon ami, notre ami David Zaslav avait pris le contrôle de Warner Bros. Et Ouais. parmi les multiples friches idées qu'il a eu pour économiser des coûts, étant donné que la saison 4 de Westworld avait coûté une blinde, hein, et que les créateurs Lisa Joy et Jonathan Nolan s'étaient barrés pour faire The Peripheral et développer déjà Fallout à l'époque. Ils avaient dit non mais vous inquiétez pas, s'il y a une saison 5 de Westworld, on va revenir. Les audiences n'ont pas été au rendez-vous, et non seulement donc HBO a payé rubis sur ongle en fait tout le cast qui était sous contrat pour revenir pour une saison 5, mais ils ont aussi décidé de dire ouais ben en fait on va se faire un tout petit peu plus de thunes en revendant la série un tout petit peu partout pour amortir les coûts vraiment de production énormes, Ouais. plutôt que de la garder comme Game of Thrones et House of the Dragon. Et en fait, on a vu comment ça marchait, c'est-à-dire ça n'a pas du tout marché, puisque en 2026, en fait, on n'a toujours aucune plateforme de streaming qui a récupéré la série. Alors, est-ce qu'ils avaient raison, est-ce qu'ils avaient tort? Là, je vais te dire, je pense qu'ils ont assez raison. Parce que la saison 4, alors c'est là où je suis un tout petit peu embêté parce que voilà, c'est extrêmement spoiler pour les gens qui n'ont pas vu voilà, les 3 premières saisons. C'est Westworld étant une série compliquée. En gros, il y a un gros jeu de double, et un jeu où en fait l'humanité est déjà qui était déjà menacée en saison 3 en fait est totalement asservie en saison 4. Et ce qui s'est passé en fin de saison 3, c'est que donc Dolores, qui est donc le personnage central incarné par Evan Rachel Wood, avait décidé de mettre ces perles en fait qui se correspondent un petit peu à la conscience de leur robot, et à programmer en fait des robots qui ont l'apparence d'autres personnages familiers de la série. Le tout pour, on va dire, prendre le contrôle euh, absolument total sur à la fois sur le monde, mais aussi sur l'entreprise qui a géré le parc Westworld, qui s'appelait Delos. Donc en fait tout ça c'est une intrigue à tiroir qui se poursuit en saison 4. Alors il y a énormément de bonnes choses, hein, mais voilà, je vais essayer de rester vraiment super vague, hein, parce que voilà, la série est vraiment à tiroir et il y a énormément de choses qui se passent qui bon vaillent le coup d'être découvertes. Mais la série a toujours eu un espèce de dialogue, hein, sur l'intelligence artificielle et ce qui sépare, et la fine frontière selon la série, qui sépare l'humain du robot. Et comment dire, ils ont
énormément de belles idées, des vraies idées de science-fiction en fait. Voilà, moi je suis un gros fan de science-fiction, donc moi à partir du moment où on me parle vraiment conscience, intelligence artificielle, robotique, danger de la technologie, anticipation, tout ça, voilà, moi ça me parle. Et là, le problème c'est que ils ont des très belles idées qu'ils exécutent vraiment de la manière la plus schématique possible, et que par ailleurs, c'est le gros kiff de Jonathan Nolan, c'est que à un moment en fait, il va juste laisser tomber en fait toutes ses idées, tous ses dialogues et même toute l'intelligence de ses propres personnages pour les faire se fighter, pour faire des grosses scènes d'action bourrines comme tu en verrais chez Zack Snyder, comme tu en verrais dans une série d'action Netflix, voilà. Et du coup, la saison 3, en fait, c'était totalement déséquilibré parce que on a des idées qui sont assez mal exploitées, et entre les deux, tu as des gros fights de robots. Alors le truc avec les robots, c'est que en général, ils peuvent pas mourir. Donc là, il y a quelque chose en fait qui fait que du coup, ils meurent ou ils arrivent à être désactivés. Mais déjà, ça t'enlève un tout petit peu l'intérêt de voir voilà les combats, vraiment les combats entre robots. Et l'autre chose, c'est que il y a aussi toute une intrigue autour du personnage de Aaron Paul qui s'appelle Caleb, qui est arrivé en saison 3. Ouais, et en saison 4, la saison 3 en fait en faisait à mon sens vraiment n'importe quoi, et aussi lui donnait vraiment une espèce de cliché de soldat avec un PTSD, avec un syndrome post-traumatique. La saison 4 récupère en lui donnant beaucoup plus de finesse parce que voilà, on sait de quoi il est capable. Le truc, c'est que on substitue un trope par un trope, et là c'est le père qui vit comme en arrachement la disparition, on va dire, de sa mère et de sa fille. La série étant extrêmement évolutive, tu as forcément des jeux avec les temporalités. Donc encore une fois, il y a eu un twist en saison 1 avec la temporalité, il y en a encore un en saison 4, donc je vous laisse découvrir pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Et il y a aussi un mystère mystérieux de la résurrection de Dolores sous le pseudonyme de Christina, qui est on va dire, une espèce de... La meilleure manière dont je peux te le décrire, c'est comme si Sex and the City était un jeu vidéo, qu'il y avait un NPC. Et en gros, que une des 5 personnages principaux de Sex and the City était s'exprimer comme un personnage de jeu vidéo, en étant quelqu'un d'assez frustré dans son job de scénariste, enfin de responsable de la narration pour un studio de jeux vidéo. Évidemment, en fait, on sait que comme c'est Westworld, il y a un twist, sauf que même l'évolution et on va dire le dévoilement des raisons pour laquelle donc Christina, en l'occurrence Dolores, est dans ce monde. Déjà, est-ce que c'est le monde réel, est-ce que c'est une simulation, est-ce que c'est encore autre chose? Déjà, ils mettent des plombes à nous le faire, à nous le dévoiler, et à la fin, ça, c'est un pétard mouillé. Et la toute fin de la saison 4, là aussi sans trop spoiler, nous fait le coup littéralement du reset. Donc, comme si on redémarrait les enjeux et on redémarrait l'ordinateur. Le problème, c'est que quand on a vu 4 saisons de Westworld, c'est que tu t'attends à un truc un peu plus chiadé, une vraie fin aussi, quoi. Et moins répétitif. Et en fait, Westworld, c'est surtout une série sur des personnages humains et des personnages de robots qui essaient de casser le cycle de leur propre existence et de leur propre trauma et de transcender ça. Et il y a très peu de personnages qui arrivent à le faire à la fin de la saison 4. Et d'autre part, ce qu'on nous dit de l'humanité et ce qu'on nous fait entrevoir de la victoire de Dolores, en fait, qui s'est plus ou moins réincarnée en Charlotte Hale, qui a été, on va dire, corrompue en étant vraiment la déesse vivante, en fait, et qui a plus ou moins réussi à servir l'humanité. Le truc, c'est que on nous sert encore une répétition
avec des enjeux qui, déjà qu'on nous explique à peine et qui pour moi ne tiennent pas la route. Et on nous dit, allez, on vous revoit en saison 5. Et le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Donc je peux comprendre en fait à la vue du dernier épisode et de vraiment de ce que ça a pu coûter, parce que voilà, souvent l'argent se voit à l'écran, souvent c'est moins le cas, mais Westworld n'a jamais été Game of Thrones en fait, donc ça a pas, il n'y a pas, si tu veux, c'est vraiment une série, c'est adapté d'un film, mais tu as une mythologie qui est totalement inédite, donc ils peuvent aller n'importe où par rapport à où ils veulent, etc. Tandis que Game of Thrones, tu as forcément, t'as un fandom qui est déjà acquis à la cause et où on peut essayer de leur servir des nouvelles histoires, Oui, et puis mais il y a tu une auras déjà un base en fandom. plus, une base d'histoire, donc même si il n'a jamais fini, le papa, je sais pas, C'est ça. bon, peut Et difficilement. c'est vraiment. Donc du coup, bon, enfin, comme je peux pas spoiler, je vais peut-être passer à autre chose, mais c'est vraiment une grosse déception dans le sens où tu as vraiment tout un potentiel et un excellent cast. Donc en l'occurrence, voilà, Tandy Newton, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, qui en Bernard, qui revient encore dans cette saison, ce sont des excellents acteurs à qui on peut donner les dialogues les plus uniques possibles et tu vas être totalement scotché à l'écran. Et le gros problème, c'est que et Ed Harris aussi en Men in Black, et tout cet excellent cast, en fait, on leur fait tourner en rond, et en plus, on dégage des pistes qui, en fait, sont totalement abandonnées à la dernière minute. Donc, en gros, voilà, il y a un sentiment de gâché, il y a un sentiment d'inachevé, même si, voilà, je suis assez dur, mais j'ai pas été aussi outré que par exemple les téléspectateurs actuels de Euphoria qui a eu son série finale l'ont actuellement. Donc voilà, c'est pas j'ai pas eu un niveau de hate watch en fait que d'autres téléspectateurs de HBO pourraient avoir en regardant d'autres séries quoi. Oui, ou comme la fin de Lost, ou comme. Ouais, Bah, tu vois, moi je l'ai même pas fini, je crois. Je sais même plus si je l'ai fini ou pas, parce que il me semble que je m'étais arrêtée au milieu de la saison 3, alors que je me rappelle très bien que la saison 1 avait été une claque monumentale, tant par le début de l'histoire que la musique, que la beauté du truc, et je m'étais dit, mais enfin, on est sur un niveau de vraiment du back to HBO, quoi. Et puis en fait, c'est parti, comme tu dis, totalement en sucette, c'était devenu trop répétitif. Et c'est bizarre parce qu'il y a quand même eu de belles séries sur ces sujets-là. Mais en fait, c'est marrant parce que le début m'avait vachement rappelé Real Humans, tu sais, cette série qui était passée sur Arte à l'époque et ouais. qui était quand même extrêmement qualitative. Et je m'étais dit, bon, bah c'est bon, on est sur un bon. Mais comme quoi, hein, des fois, HBO fait aussi des séries. En fait, je pense que les deux premières saisons et aussi ce qui me faisait revenir, c'est la promesse d'examiner, on va dire, tous les thèmes hein, de robots en fait qui se rebellent contre l'humanité, qui se rebellent contre leur maître. Donc vraiment, voilà, moi je revenais pour la rébellion de robots. Et on l'a eu à la saison 2. Et la saison 3, on essaie de reposer les règles du jeu. Le problème, c'est que personnellement, j'avais plus ni forcément la patience en fait de rester pour voir où ils veulent nous amener. C'est vraiment un gros problème avec la saison 4, c'est que ce qu'on nous sert notamment avec le personnage de Christine dont j'ai parlé tout à l'heure, je j'ai pas d'investissement parce qu'ils ne savent pas gérer leur mystère et ils n'ont pas forcément envie non seulement de brûler tous leurs cartouches, mais aussi de le dévoiler pour aller plus loin. Ce qui, pour moi, ils auraient dû faire. Voilà. Je pense pas que c'est parti en soap, mais franchement, il y a aussi très très peu de liens émotionnels et c'est vraiment le gros. Avec la saison 3 c'était le cas. Enfin, il y a déjà, il y a entre Dolores et Caleb, il y a un semblant, on va dire, de romance, de film noir qui se tisse, même si c'est pas forcément exploré comme cela ça le devrait. Mais il y a une espèce de tissu émotionnel. La saison 4, il y a très très peu d'enjeux vraiment poignants. Et il y a que l'épisode plus ou moins centré sur Caleb, sur Caleb et la relation avec sa fille, qui m'a
qui m'a vraiment chamboulé ou qui a on vient de perdre Sarah et donc j'espère et voilà et j'espère que peut-être il y a un certain moment ils vont finir la saison 5 mais c'est assez peu c'est assez peu probable hein, étant donné que voilà ils sont Warner en fait développe un autre film Westworld. Et j'ai également vu un autre film qui est l'adaptation de All You Need Is Kill, qui est adapté du célèbre manga. Là, pour le coup, c'est un film en animé, un film de Japanimation qui est sorti en salle il y a une petite dizaine de jours, qui fait partie qui a été produit par un des studios d'animation japonais les plus en vue, qui est le studio 4 degrés, et qui donc ici est sorti par Oldie Anime Org, je crois que ça s'appelle, le distributeur. Donc c'est sorti dans une poignée de salles. Donc dépêchez-vous d'aller le voir parce qu'il joue dans très très peu de salles. C'est notamment All You Need Is Kill. Donc le roman de base est sorti en 2004. Il a été écrit par Hiroshi Sakurazaka et il a été déjà adapté par Doug Liman par Hollywood il y a quelques années de cela avec donc Edge of Tomorrow, donc film avec Tom Cruise et Emily Blunt. Et avec ça, je m'attendais en fait à vraiment un gros chaos technique parce que la bande-annonce, notamment avec son déchaînement de couleurs, son montage acéré et vraiment son ton beaucoup plus horrifique que Edge of Tomorrow, c'était vraiment de nature à plus me séduire. Mais c'est vraiment une illustration en fait. Une illustration, on va dire, très très réussie visuellement du roman original et un tout petit peu de la mythologie autour de Darol, qui est donc la plante extraterrestre qui va envahir le Japon et également la boucle temporelle dans laquelle l'héroïne est plongée. Donc néanmoins, voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez réussi visuellement et que contrairement à Edge of Tomorrow, en fait, on avait un ton qui était beaucoup plus proche du roman originel. Mais voilà, moi j'ai été un tout petit peu déçu par l'adaptation. Voilà, je trouve que c'est très honnête. Mais il y a rien, il y a pas de séquence en fait il y a pas de séquence où il n'y a pas forcément d'éléments dans l'adaptation qui m'a fait faire waouh, un tout petit peu comme ce que j'en entendais de la bande-annonce. Néanmoins, voilà, il joue dans une poignée de salles en France. Et je ne saurais que trop aller vous recommander d'aller le voir en salle parce que le design sonore est absolument époustouflant. Donc il y a vraiment un gros travail sur le sound design et un tout petit peu l'immersivité en fait de l'héroïne et un tout petit peu de cette guerre qui est menée face à cette plante extraterrestre, hein, et cette espèce de jeu de survie qui se monte. Donc voilà, en termes d'adaptation, c'est un tout petit peu plan-plan, mais ça, en termes visuels, ça vaut quand même énormément le détour. Donc voilà, All You Need Is Kill, je pense que ça va bientôt être retiré de l'affiche parce que ça jouait que sur une petite trentaine de copies. Donc voilà, dépêchez-vous d'aller le voir si ça n'est déjà fait. Et la dernière reco que j'avais, c'était le roman graphique Origine, qui est paru il y a quelques années, enfin qui est paru en 2025 aux éditions 404, et donc c'est l'œuvre donc spécifiquement donc du dessinateur polonais Jakub Rebelka,
qui est vraiment la raison pour laquelle je vous recommande cette BD. Il y a trois auteurs qui l'ont écrit, dont Clay McLeod Chapman, mais c'est quand même cet illustrateur qui donne vraiment toute la prestance à cette fable d'anticipation de SF. Donc j'étais vraiment dans la thématique entre Westworld saison 4 et Origins, j'étais vraiment dans la thématique Ah oui, faut-il sauver l'humanité, que faut-il garder d'une humanité dévastée. Et donc là, la question se pose 1000 ans après l'extinction de l'humanité, alors que donc plus ou moins le David, qui est donc le personnage central et qui est plus ou moins ressuscité par une androïde qui s'appelle Chloé. David en fait est quelqu'un qui était un milliardaire génie qui a conduit l'humanité à sa perte. Donc vous pouvez le découvrir comment à travers une série de flashbacks dans la BD. Mais en gros, il y a une création de nanorobots en fait qui ont contaminé l'intégralité de la nature. Et donc il y a des séquences relativement gore et relativement intenses où on voit un tout petit peu à quel point les nanorobots ont infecté, on va dire, tout l'environnement extérieur. Donc ça, voilà. Par rapport à ce que je dis, il y a énormément de belles idées, mais je pense que c'est une lecture qui est parfaitement immersive, justement grâce au travail graphique absolument splendide, hein, donc pour avoir un monde post-apocalyptique qui se démarque légèrement en fait du tout venant, qui en suivant un tout petit peu ces héros évoluer et en distillant un tout petit peu ces révélations. Donc voilà, moi je pense que c'est une lecture assez solide en fait, voilà, Origine, donc aux éditions 404. Voilà, j'en ai fini pour ma part. ok, et ben écoute, moi je vais enchaîner avec mon petit récap. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue sur le podcast, mais j'ai quand même dû faire des choix. Et aussi parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai déjà oublié le tiers des choses que j'ai regardées ou lues ou vues. Je vais quand même parler d'un film qui m'a quand même bien marqué et en plus d'un film dont tout le monde parle en ce moment, qui est Obsession, film d'horreur, écrit, réalisé, monté par Curry Barker, qui est produit par Blumhouse et qui actuellement, avec son petit budget, est en train d'exploser justement tous les records au box-office. Je crois que c'est le film si c'était pas le film, il est en passe de devenir le film le plus rentable de l'histoire d'Hollywood, donc devant les Paranormal Activity et comment ça s'appelle, Projet Blair Witch. Donc l'histoire rapidement, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est possible. C'est donc un mec qui est très amoureux d'une nana qui n'arrive pas à lui dévoiler ses sentiments, va un soir c'est un peu par hasard et en même temps pas tant que ça, tomber dans une boutique de magie, sur un espèce de petit jouet mystérieux qui s'appelle One Wish Willow. Euh, et sans y croire du tout, va faire en s'énervant un petit peu, va faire le vœu que sa crush soit amoureuse de lui et l'aime plus que tout au monde. Sauf que il va découvrir qu'évidemment, ça va se passer, mais pas tout à fait comme prévu. Donc c'est un film qui avait été présenté à Toronto l'année dernière et qui avait déjà fait pas mal parler de lui. Il est extrêmement bien accueilli. Il est surtout salué pour la performance incroyable d'Indy Navarrete. Que moi personnellement j'avais jamais vu, mais enfin je l'avais aperçu dans comment ça s'appelle cette série Netflix avec les enfants le gamin qui se suicide là, 13 Reasons 13 Why. Reasons Why, ouais. Ouais, où elle avait été aperçue et qui se transforme en espèce de petite amie de l'enfer. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas eu aussi peur moi devant un film.
Pourtant, je regarde assez souvent des films d'horreur. Alors, je suis quand même, j'ai souvent peur, hein. Mais là, je me suis vraiment sentie mal dans la salle. J'ai failli sortir. Même Olivier, je crois qu'il en a parlé pendant un de ses récaps récemment, qui à chaque fois que je l'emmène voir des films d'horreur, pour lui, c'est ouais, bon, pas mal, mais sans plus. Là, il a vraiment, il était aussi stressé, voire parce que il voyait que moi j'étais stressée. C'est très bien foutu, en fait, c'est très intelligent la façon dont c'est amené. Il n'y a pas des effets spéciaux de fou non plus. C'est juste que elle joue extrêmement bien et il y a des moments qui sont tellement malaisants, tellement cringe que ça met mal quoi. Il n'y a pas de jump scare, il y en a peut-être un ou deux, mais c'est vraiment une espèce de terreur psychologique et je vous invite vraiment à aller le voir. Et puis en plus il y a un aspect un peu humoristique, alors sans être en mode on fait des vannes pour faire des vannes, mais vraiment justement un côté un peu drôle à cause des situations où on se dit non mais c'est pas possible, là il va se passer, enfin il va faire quelque chose, et plus ça continue, plus ça part en vrille, et voilà. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très bien, ça a été une très très grosse baffe. Obsession qui est toujours en salle je pense. L'autre récap rapido, c'est que j'ai enfin ça vient juste de sortir, mais j'ai regardé le season finale de The Boys, donc la saison 5 qui vient juste d'être diffusé là sur Prime Video. Il y avait 8 épisodes. Bon, bah, The Boys, c'est quand même un petit peu parti en vrille par rapport aux comics. Moi, j'avais lu les comics qui étaient quand même exceptionnels. Là, voilà, dans l'ultime saison, Homelander, il contrôle complètement l'Amérique. C'est un gros fasciste. Il emprisonne tous les opposants. Il y a des camps. Il y a, voilà, la team est toujours au rendez-vous pour essayer de se battre. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Eric Kripke, qui est donc le créateur, enfin celui qui a adapté en tout cas cette série, qui est aussi le créateur de Supernatural, a ramené pour cette ultime saison le cast entier de Supernatural, puisqu'il y a Jensen Ackles qui a un rôle très présent déjà de base dans The Boys depuis la saison 4 ou 3, je sais plus. Et là, il a aussi amené Misha Collins et Jared Padalecki. Et donc, bah, moi, c'était un petit bonbon pour moi parce que ça m'a d'ailleurs donné envie de recommencer Supernatural et j'ai recommencé Supernatural pour ça. Et donc, voilà, c'est une série Donc t'en es à la saison 1 en fait de Supernatural, Ouais, du coup j'ai repris la saison 1 de Supernatural, j'en suis à l'épisode 5 ou 6 je crois, j'avais oublié à quel point ça faisait peur d'ailleurs. Donc voilà, donc The Boys c'est terminé, on est content que ce soit terminé, ça reste quand même une série très cynique. J'avais hâte que ça se boucle aussi quand même parce que je pense qu'ils en ont un petit peu fait trop des longueurs. Alors là il y a un autre spin-off qui va arriver qui s'appelle Vote Rising, justement encore avec Jensen Ackles, puisque ça va explorer les origines dans les années 50 de Soldier Boy et de donc l'Empire Vote. Donc voilà, ça se regarde, au moins comme ça la série est bouclée. Et le dernier film, alors pour le coup, c'est le film Chantage que j'ai regardé sur Apple TV+. Euh, Pourquoi j'ai regardé ça, je ne sais pas. C'est titre original, c'était Outcome. C'est un film avec Keanu Reeves. Alors il y a un casting monstrueux. Oui, c'est Avec le dernier film de Jonah Hill en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est donc le dernier film ça a été réalisé par Jonah Hill. Il y a Keanu Reeves, Cameron Diaz qui reconfirme son retour à Hollywood, Matt Bomer, il y a Martin Scorsese qui fait une apparition en tant qu'acteur, il y a Laverne Cox, enfin voilà, il y a vraiment un très très gros casting, grâce certainement au carnet de Jonah Hill, hein, on va pas se mentir. Et donc ça suit en fait une espèce de star, c'est très méta comme film, ça suit une espèce de star donc incarnée par Keanu Reeves, qui est sobre depuis maintenant 5 ans après avoir fait n'importe quoi pendant sa jeunesse et qui devient la cible d'un chantage à cause d'une vidéo compromettante. Et donc voilà, ses deux meilleurs amis, Cameron Diaz et Matt Bomer, qui le suivent depuis le lycée, sont des personnages hauts en couleur. Ça parle voilà du besoin absolument d'être aimé par les acteurs. Alors John, pour le coup, son rôle est vraiment très bon. Il joue un espèce d'avocat véreux, enfin pas véreux, même pas en plus, mais un vrai avocat hollywoodien, quoi, qui est prêt à tout pour
comment dire, protéger l'image de son client. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène dans son bureau, on voit dans son couloir ses clients, c'est Kanye West. Enfin voilà, le mec, il sait que c'est un pourri, il l'assume. Et c'est un peu dans la veine de The Studio, moi je pensais. C'est juste que c'est un peu moins subtil, un peu moins fin. Bon, ça dure 1h20, donc ça se regarde très vite, hein, sur, comme je disais, sur Apple TV+. Bon, honnêtement, juste parce que Keanu Reeves est plutôt pas trop mal dedans et que moi je trouve ça toujours intéressant de voir des acteurs jouer des rôles d'acteurs qui vivent vraiment des choses qui pourraient leur arriver dans la vie. Il y a beaucoup de cynisme aussi dans ce film. Je crois qu'il a été très très mal reçu par la presse et qu'il s'est fait vraiment défoncer par tout le monde. Moi je m'attendais vraiment à pire. C'est Voilà, aussi pour ça que je me suis dit, j'ai vu les retours, j'ai vu que c'était catastrophique, donc mais je suis toujours intéressé par découvrir son précédent film en fait, qui est 90s justement. 90s Ah oui, avec, oui, ouais. ouais, j'ai pas vu, mais en vrai, bon, comme je disais, ça dure 1h20, c'était une soirée où t'as rien à faire, c'est 2 épisodes de série, enfin un épisode et demi maintenant, vu que les épisodes de série durent à chaque fois 1 heure. Ça se regarde, quoi. Il y a quand même, puis bon, ça se passe à LA, c'est pas désagréable. Mais voilà, il faut passer outre le côté un peu masturbation mentale de Jonah Hill et des acteurs qui jouent ce genre de rôle où on sait que, bon, pour la plupart, c'est quand même. C'est marrant d'être cynique quand on est multimillionnaire. Et qu'on baigne quand même dans ce milieu-là et que on accepte aussi ce qui peut se passer dans ce milieu-là. Moi, ça me fait toujours un petit peu rire. Jaune, bien sûr, mais voilà. Donc, si vous voulez le regarder, honnêtement, allez-y, hein, comme je disais, c'est rapidos. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et je te redonne la parole, Florian. Tu vas nous parler d'un bouquin pour ta reco. Oui, ben, je vais te pitcher justement le bouquin qui a pris qui a squatté mes 2 dernières semaines de lecture. Voilà, moi je l'avais pas vu venir en fait. Je pensais que j'allais me lasser beaucoup plus rapidement de ce bouquin que prévu. Donc ça s'appelle All This and More. C'est donc par une autrice qui s'appelle Peng Shepherd, qui a fait que 3 romans. Donc les 2 premiers ont été traduits en France. Celui-ci est sorti en 2024-25, mais pour l'instant il n'y a pas d'annonce de traduction en juillet 2024, mais il n'y a pas d'annonce de traduction française, ce qui est assez dommage. Donc elle a déjà écrit, donc pour les connaisseurs, un roman de SF qui s'appelle Les Cartographes. L'autre s'appelle L'Histoire de M, donc pas rien à voir avec Mathieu Chédid par contre. Et du coup, celui-ci, donc je vais te le pitcher parce que c'est vraiment un high concept et c'est ce à quoi je faisais référence lorsque j'ai posté que il y avait une de mes lectures en fait qui me faisait revoir le générique de Code Quantum dans la tête, que c'était pas si désagréable. C'est que, voilà, pour te le pitcher, il y a un tout petit peu de Code Quantum, un tout petit peu de Sliders et un tout petit peu de comédie romantique. Donc, le concept, puisque c'est toujours un high concept, c'est une émission de télé-réalité qui s'appelle All This and More, qui est tout simplement le programme le plus regardé au monde. Et il y a une raison très très simple à ça, c'est que c'est devenu une sensation planétaire, donc quelques années avant l'action du roman. Donc en plongeant donc une héroïne donc dont sa vie voilà partait en sucette, qui souhaitait rendre sa vie parfaite, qui s'appelle Talia, et au fur et à mesure des 8-10 épisodes, les téléspectateurs ébahis de ce programme ont pu la voir changer sa vie, mais pour de vrai, et rendre sa vie parfaite avec tout le succès du monde. Donc voilà, c'est donc il y a en fait la magie de la télé-réalité qui s'ajoute à la magie d'une technologie une technologie en fait de physique quantique. Et donc c'est là où on rejoint le code quantum, c'est que au lieu que ce soit Samuel Beckett en fait qui voyage d'époque en époque, suite à une expérience qui a mal tourné, là c'est une expérience qui est cliniquement approuvée et qui est circonscrite dans une bulle
dans laquelle le sujet est placé, et donc dans lequel en fait il va pouvoir et être placé dans cette bulle va permettre au sujet de pouvoir euh, simuler, enfin pas simuler puisque c'est vraiment sa vie. Il va y avoir donc des scénarios qui vont être prédits par cette bulle. Le sujet va les vivre et à la fin de l'épisode va décider si oui ou non il poursuit dans cette voie, euh, parce que pour rendre, on va dire, sa vie personnelle et professionnelle aussi parfaite que possible, ou si en fait la bulle va écrire un autre scénario et une autre direction et il va aller quelque part ailleurs. Donc ça, je suppose que tu as suivi jusque-là. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le concept général. Et donc je dis ça. Donc Talia, qui est l'héroïne de la première saison, ça se passe tellement bien pour elle que donc elle devient notamment donc une star. Elle a une vie parfaite et donc à la fin, voilà, c'est un tout petit peu la mascotte de l'émission. Et étant donné que voilà, qui ne souhaiterait pas, on va dire, transformer sa vie et changer sa vie du tout au tout, et que ça tienne, et que choisir, on va dire, de réarranger sa vie pour qu'elle soit parfaite. Et du coup, ça crée un engouement littéralement planétaire pour ce programme. Et la boîte de production, en fait, au moment de le renouveler, en fait, on sait qu'il y a une deuxième saison qui est en production. Et à un moment, ils disent non, en fait, on arrête la production de la deuxième saison. Voilà, parce que ça ne marche pas et on passe directement au casting pour la troisième saison. Et donc là, l'action du roman nous suit le sujet de la saison 3 qui s'appelle Marche. Et ce qui est très intelligent de la part de l'autrice, c'est que Marche, c'est pas vraiment une midinette, c'est vraiment une Madame Tout le Monde, quelqu'un voilà, une femme qui a 45 ans, qui a quelques regrets dans sa vie, qui est mariée, mais dont le mariage bat de l'aile, avec donc une ado de 13-14 ans, qui est une musicienne prodige, dont elle s'éloigne peu progressivement. Et l'autrice, en fait, nous explique que donc elle est choisie par le casting pour être le sujet de Oldie and More. Donc, c'est là, en fait, où ça pousse un tout petit peu le bouchon loin, c'est que ce qui lui arrive est retransmis plus ou moins en live avec des commentaires, en fait, qui lui arrivent, en fait, dans la rétine du monde entier. Et donc en gros, non seulement ça devient l'héroïne de sa propre vie qu'elle souhaite rendre parfaite, mais en plus elle est plus ou moins encouragée par une horde de fans à travers le monde, voilà. Voilà, c'est vraiment du high concept de chez high concept, mais là où c'est très très intelligent, c'est que euh, on va dire le parcours de Marche qui souhaite, on va dire, explorer une carrière différente, donc peut-être en tant qu'avocate, ou alors changer de carrière, ou alors se réconcilier avec son amour de jeunesse, en fait, qui s'appelle Ren, qui est, voilà, selon le trope, le cliché romantique, The One That Got Away. Et les chapitres, en fait, sont plus ou moins écrits comme, on va dire, des espèces d'épisodes, hein, et des scénarios et des simulations dans lesquels elle est projetée. Et ça va devenir, et donc là ça devient très très divertissant, c'est que au fur et à mesure, hein, elle est, euh, elle est, on va dire, propulsée dans des scénarios. Donc par un moment, elle est héroïne de soap, etc. Donc ça devient. Il y a des fois où en fait ça devient très très Code Quantum, en fait, où tu as voilà, où tu as Sam qui voilà quoi, qui soit devient une femme, ou soit qui devient un militant pour les Ouais. droits afro-américains, ce genre de trucs. Donc des choses, voilà, des choses vraiment très, enfin, très très différentes, très très capillotractées. Donc il y a un tout petit peu cette version-là. Les chapitres, en fait, sont vraiment des chapitres de 10, 15, 20 pages, hein, où une grosse partie de la première partie du roman, elle va essayer de retrouver ses repères et va essayer de voir dans cette itération du monde qu'est-ce qui s'est passé
et ce que représente en fait donc sa fille et donc son mari Dylan. Et au fur et à mesure, elle va être plus ou moins irrésistiblement attirée par la possibilité que sa vie soit parfaite avec Ren, donc son ex, et donc sa première femme, son premier Son amour, premier amour, ouais. voilà, dans le scénario. Et Mais est-ce qu'on peut passer d'un chapitre à l'autre, un peu comme les romans, enfin les trucs quand on était enfant, là et Choisis ton alors, aventure, là. et c'est voilà, et l'autre truc, c'est que c'est un roman Choisis ton aventure, mais Ah ouais. alors le truc, c'est que c'est pas c'est vraiment pas la raison pour laquelle je vous le recommande, tout simplement parce que voilà, j'ai lu, on va dire, 80% du roman de manière linéaire, hein, donc où on va dire les choix en fait qu'on vous demande, déjà il y en a que, on va dire, 6 ou 7 maximum dans le roman, et on va dire c'est assez évident qu'en fait il faut poursuivre la lecture, hein, la seule chose qu'on te demande de choisir réellement, c'est la fin. Mais, et c'est là où il y a une grosse qualité d'écriture, c'est que je pense que les deux fins sont aussi réussies et cohérentes l'une que l'autre. Et Et t'as réussi à être surpris, justement? en On s'attend fait, pas trop. oui, alors là où on s'attend pas trop, en fait, le fait qu'elle réarrange sa vie et que, en gros, Talia, l'animatrice, est sujet de la saison 1, en fait, qui est, on va dire, la seule personne au monde qui puisse la comprendre, puisqu'elle a eu l'expérience sur le Distant Mort et elle a réussi à transformer sa vie. C'est aussi quelqu'un qui est devenu une animatrice, mais qui est aussi un tout petit peu devenu le, la caution la caution de la production et celle par qui Marche, on va dire, va avancer vers les scénarios. Et il y a quelque chose d'assez humoristique. Bon, moi, ça m'a beaucoup fait rire, c'est que il y a donc dans toutes voilà, spoiler alert, dans toutes les séries de télé-réalité et dans toutes les émissions de télé-réalité, il y a une bible, hein, des personnages et des rebondissements. Et là, en fait, au fur et à mesure que les scénarios et au fur et à mesure que les possibilités s'amenuisent, le Talia, en fait, arrive avec sa grosse bible pour, on va dire, le feuilleter les choix et les scénarios dans lesquels elle va projeter Marche. Et en fait, à la fin, ça devient un espèce de gros dossier de milliers de pages, en fait, qu'elle se traîne comme un boulet. Donc ça joue un tout petit peu avec les conventions de la télé-réalité, mais c'est assez futé. Et la grosse chose où ça devient aussi un tout petit peu attendu, c'est que forcément, il n'existe pas de vie parfaite et donc la vie parfaite artificiellement créée par la bulle, hein, va forcément commencer à glitcher et donc le gros mystère du roman, c'est déterminer en fait ce qui se passe et à quel point Marge se rend compte que il y a des éléments où il y a des choses qui clochent dans la réalité qu'elle essaie de se construire. Et donc c'est vraiment cette deuxième partie du roman en fait qui va vraiment commencer à bien gérer ses twists et à vraiment un tout petit peu retourner la situation et élargir la mythologie. C'est un des rares romans où il y a 2 ou 3 fausses pistes qui sont esquissées, qui sont assez cohérentes. Même moi, je suis tombé dans le panneau de 1 ou 2 fausses pistes. Et donc, il y a à la fois une volonté de suivre donc cette Kidam, en fait, qui est propulsée dans sa vie extraordinaire, façon sacrée soirée avec des fans qui clament et voilà, des fans bienveillants qui ne veulent que son bien, et ce qu'on pourrait croire des trolls qui arrivent dans le chat, mais qui pour on va dire questionner la réalité qu'elle est en train de vivre et qui vont en réalité être son soutien lorsque les choses vont partir en sucette. Le roman fait 450 pages. Personnellement, j'ai pas réussi c'est vraiment un page turner. J'ai vraiment pas réussi à le lâcher. Et je pense que c'est un roman qui réussit ce que tout bon roman de science-fiction est censé faire, c'est partir vraiment d'un questionnement humain et vraiment d'un scénario d'une possibilité humaine. C'est et si j'avais fait des choix différents, et si un jour on découvrait quelque chose qui rende ma vie parfaite, où je puisse d'épisode en épisode en fait
devenir quelqu'un, enfin de devenir quelqu'un de totalement épanoui et corriger les mauvais choix que j'ai fait dans ma vie. Donc ça, c'est il y a des centaines d'œuvres de science-fiction qui ont fait ça. Et aussi faire une espèce de satire de télé-réalité en jouant un tout petit peu avec les conventions de la censure. Donc encore une fois, il faut vraiment avaler le fait que on montre, notamment dans les premiers chapitres, les premiers chapitres sont le récapitulatif, sauf qu'en fait, plutôt que ce soit le récapitulatif, comme tu vois, lorsqu'un candidat de télé-réalité est présenté avec genre sa famille, ses proches, lui qui s'explique face caméra à raconter sa life, en réalité, le récap monté par la bulle, c'est vraiment les vrais épisodes de sa vraie vie en fait. Ouais. Donc c'est voilà et donc du coup, alors que Talia l'accompagne, elle est en train de revivre, on va dire, de voir sa vraie vie défiler pour en amener au point au point de Oldie Sandmore qui, on va dire, livre au monde entier. Voilà les raisons pour lesquelles elle pense que sa vie est en échec et qu'elle doit absolument être corrigée. Donc ça, il faut un tout petit peu l'avaler. Ouais. Mais c'est vraiment extrêmement ludique et c'est très très inventif. Et moi, à la fin, j'étais vraiment bluffé j'étais vraiment bluffé, on va dire, du talent d'écriture et aussi du fait que avec ces espèces de concepts et cette espèce de mythologie et de petites conspirations, qu'elle arrive quand même à retomber sur ses pattes avec des éléments humains et des éléments humains surtout. À la fin, c'est un triangle amoureux en fait entre donc son mari Dylan, son ex et premier amour Ren, et elle et Marsh, et éventuellement sa relation avec sa fille en fait. Mais c'est vraiment quelque part assez resserré sur ses choix dans sa vie et sur l'immensité des choix, mais aussi sa relation envers les deux hommes de sa vie. Donc c'est vraiment un parfait mélange entre rom-com, entre high concept, entre science-fiction et entre satire. Donc encore une fois, pour tous les high concept, mon conseil de lecteur en général, lorsqu'il y a quelque chose qui est trop dur à avaler, le lire comme vraiment un élément satirique, le lire comme une comédie, ça aide vraiment à faire avancer les choses, quoi. Voilà. Ok. Bon, eh bien, donc on n'a toujours pas de traduction pour la France. C'est ça, c'est sorti chez HarperCollins, ouais. je crois, dans le monde. Hein. Bon, a priori, si c'est un carton, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas bientôt chez nous. On a fait le tour. On est bon, je pense. Merci beaucoup pour ces petites recos, ce petit récap. Et puis, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture, bon visionnage et surtout, bonne journée. Évidemment.